La pluie battait fort contre les fenêtres du cabinet médical, tandis que Rodolphe Mercier observait les gouttes couler sur la vitre, cherchant désespérément un motif dans ce chaos aquatique. Tout était préférable à croiser le regard compatissant du docteur Henri Dubois, qui tenait une enveloppe marron contenant des résultats d'examen, comme s'il s'agissait d'une sentence. 52 ans de vie, dont 30 consacrés, à bâtir un empire commercial qui avait commencé par un petit magasin de pièces détachées dans la banlieue parisienne et s'était transformé en la plus grande société de distribution de composants automobiles du pays. Rodolphe avait conquis tout ce dont il avait rêvé enfant. L'appartement en duplex dans le 16e arrondissement, le jet privé, les voitures de luxe, le respect et la peur qu'inspirait son nom dans les salles de réunion. Mais à cet instant, assis dans le fauteuil en cuir du cabinet le plus cher de la capitale, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. S'il vous plaît, si vous appréciez les histoires émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous depuis quelle ville vous regardez nos vidéos. Cela nous aide énormément. Le docteur Dubois rompit finalement le silence qui pesait lourdement dans l'air climatisé. Sa voix était douce, entraînée à annoncer de mauvaises nouvelles. Mais Rodolphe perçut l'hésitation derrière chaque mot soigneusement choisi. Les examens confirmaient ce que les douleurs persistantes et la fatigue constante annonçaient depuis des mois. Une tumeur au pancréas, stade avancé, trop agressive pour être opérée, résistante aux traitements conventionnels. Rodolphe entendit les mots techniques, les termes médicaux qui dansaient autour de la vérité centrale, comme s'ils pouvaient l'adoucir. Carcinome, métastase, pronostic réservé. Le docteur parlait de chimiothérapie palliative, de qualité de vie, de soins de support. Mais tout ce que Rodolphe entendit réellement fut le chiffre, 6 mois. Peut-être 1 an s'il était chanceux. 1 an pour un homme qui avait toujours planifié des décennies à l'avance. Il se leva avant que le médecin n'ait fini de parler, prit l'enveloppe des examens et quitta le cabinet sans un regard en arrière. Il ne voulait pas de compassion. Il n'avait pas besoin d'explications détaillées sur quelque chose qui n'avait pas de solution. Toute sa vie avait été basée sur la résolution de problèmes, la recherche de portes de sortie, la négociation de l'impossible. Mais cela dépassait toute négociation. Son chauffeur, Édouard, l'attendait dans le parking souterrain, lisant le journal. En voyant Rodolphe s'approcher, il plia rapidement le quotidien et ouvrit la portière arrière de la Mercedes noire. Il connaissait son patron depuis 15 ans et savait quand il était temps de se taire. L'expression sur le visage de Rodolphe était plus fermée que d'habitude. Ses épaules semblaient porter un poids invisible. Pendant le trajet vers l'entreprise, Rodolphe regarda par la vitre teintée de la voiture, observant la ville défiler comme un film dont il n'était plus le protagoniste. Paris bouillonnait de son énergie chaotique habituelle. Des gens couraient sur les trottoirs mouillés, des vendeurs ambulants protégeaient leurs marchandises de la pluie qui recommençait à tomber, des cadres parlaient au téléphone tout en se disputant des taxis. Tout le monde était pressé, tout le monde avait des plans. Tout le monde présumait qu'il y aurait un lendemain. Son portable vibra avec insistance dans la poche de sa veste. Rodolphe ignora. Il savait que ce serait Julie, son assistante exécutive, réclamant une réponse concernant la réunion avec les investisseurs japonais prévue pour l'après-midi. Ou peut-être Marc, le directeur financier, voulant discuter des chiffres du trimestre. Peut-être même Camille, son ex-épouse, réclamant l'augmentation de la pension qu'il payait religieusement chaque mois, bien qu'il n'ait plus aucune obligation légale de le faire. Il avait épousé Camille 25 ans auparavant, alors qu'il n'était encore qu'un entrepreneur de taille moyenne avec de grandes ambitions. Elle était belle, élégante, issue d'une famille parisienne traditionnelle qui apportait le genre de respectabilité sociale que l'argent n'achète pas. Pendant 10 ans, ils avaient maintenu la farce d'un mariage parfait, dîner de bienfaisance, voyage en Europe, photos dans les magazines mondains. Mais Camille voulait un mari présent, des conversations en fin de journée, de l'attention, et Rodolphe ne savait donner que des chèques. Le divorce fut discret et coûteux, pas d'enfants à se disputer ou à blesser, juste l'inventaire froid d'une décennie partagée divisée entre avocats. Camille garda la maison sur la Côte d'Azur et une coquette indemnité. Rodolphe garda sa solitude et ses affaires. À l'époque, cela avait semblé un accord équitable.
Maintenant, 15 ans plus tard, il se demandait s'il n'avait pas mal à négocier. Ils arrivèrent à l'immeuble miroitant de l'avenue des Champs-Élysées, où se trouvait le siège de Mercier Distribution. 30 étages de verre et d'acier qui reflétaient les nuages, chargés, son nom gravé en lettres énormes sur la façade. Zonti, héritage, son empire. Et pourquoi faire? Pour qui? Rodolphe entra dans l'ascenseur privé qui menait directement au 30e étage, où se trouvait son bureau présidentiel. Les portes se refermèrent avec un murmure mécanique et il se vit reflété dans le miroir. Cheveux gris bien coupés, costume italien impeccable, cravate en soie, l'image du succès. Mais les yeux cernés et le teint jaunâtre dénonçaient quelque chose qu'aucun vêtement cher ne pouvait cacher. Julie l'intercepta dès qu'il sortit de l'ascenseur, blonde efficace, toujours avec un agenda à la main et 3 stylos dans la poche de son blazer. Elle commença à déverser des informations sur les rendez-vous, les tâches en suspens, les appels urgents. Rodolphe leva la main, interrompant le flux verbal. « Annule tout aujourd'hui », dit-il d'une voix qui n'admettait aucune discussion. Julie cligna des yeux. Surprise, l'agenda toujours ouvert entre ses mains. « Tout », répéta Rodolphe. « Les réunions, les appels, les engagements, disent que j'ai eu un imprévu. » Elle acquiesça, toujours perplexe, et le regarda entrer dans le bureau présidentiel et fermer la porte. Seul, enfin, Rodolphe marcha jusqu'à la fenêtre panoramique qui dominait la vue de la ville. En bas, Paris s'étendait dans toutes les directions, une mer de béton et de verre ponctuée de quelques espaces verts. Combien de fois était-il resté à cette même fenêtre, planifiant des expansions, calculant des profits, complotant des acquisitions? La ville avait toujours été un échiquier, où il déplaçait ses pièces avec une précision chirurgicale. Maintenant, le jeu avait changé, et il ne savait plus quelles étaient les règles. Il prit le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. 3. Sonnerie avant qu'une voix féminine ne réponde. Camille sembla sincèrement surprise d'entendre sa voix tmanpindance, dehors du cycle habituel des réclamations et des paiements. Ils échangèrent des banalités inconfortables pendant quelques minutes, dansant autour d'une intimité qui n'existait plus. Rodolphe voulait lui demander si elle était heureuse, si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait en quittant le mariage, si elle pensait parfois à lui. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, étouffés par des années de distance et d'orgueil. Ils finirent par parler du temps, de la pluie qui ne s'arrêtait pas, de rien. Il raccrocha, se sentant plus seul qu'avant. Le reste de l'après-midi passa dans un étrange brouillard. Rodolphe s'assit derrière le bureau en acajou, entouré de prix et de certificats qui attestaient de son excellence commerciale. Il ouvrit son ordinateur portable, regarda des feuilles de calcul sans vraiment les voir, signa des documents sans en lire le contenu. Tout semblait avoir perdu son sens, comme si quelqu'un avait éteint les couleurs du monde. Lorsque le ciel commença à s'assombrir, se teintant d'orange et de pourpre derrière les immeubles, Rodolphe décida de partir. Non pas pour l'appartement vide qu'il appelait chez lui, mais pour un endroit différent. Il avait besoin de sortir de cette bulle de verre et d'acier, de respirer un air qui n'était pas filtré par la climatisation centrale. Il congédia Édouard et prit les clés de sa Porsche. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas conduit lui-même, déléguant toujours cette tâche au chauffeur. Mais ce soir-là, il avait besoin de sentir le volant entre ses mains, de contrôler au moins quelque chose dans sa vie qui s'effondrait. Il conduisit sans destination précise, laissant la voiture le guider à travers des rues et des avenues qu'il connaissait par cœur. Il passa devant les lumières des grands boulevards, descendit par la rue de Rivoli, traversa le périphérique. La ville nocturne avait une énergie différente, plus brute, plus honnête. Ici, il n'y avait pas de façade corporative ou de faux sourires, juste des gens vivant leurs vies imparfaites. Il finit par s'arrêter dans un bistrot du quartier de Belleville, un de ces endroits simples qui servaient de la bière fraîche et des tapas. Ce n'était pas le genre d'établissement qu'il fréquentait, mais quelque chose dans cette authenticité l'attira. Il s'assit à une table en formica au fond, commanda une bière et observa les autres clients. Des couples riant, des amis discutant de football, des travailleurs se plaignant de leur patron. Des vies ordinaires, des problèmes quotidiens, des joies simples.
Rodolphe réalisa avec une pointe d'envie que ces gens avaient quelque chose que tout son argent n'avait pas acheté. Des connexions réelles, des moments authentiques, quelqu'un avec qui partager le poids de la journée. Il but sa bière lentement, savourant l'amertume qui reflétait ce qu'il ressentait à l'intérieur. Le docteur Dubois avait recommandé d'éviter l'alcool pendant le traitement. Mais quelle différence cela faisait-il maintenant? 6 mois, peut-être 1 an. Un clin d'œil dans le grand schéma des choses. La pluie recommença dehors, tambourinant sur l'auvent du bistrot. Les gens couraient pour s'abriter, partageant des parapluies, riant de la situation. Rodolphe paya l'addition, laissa un pourboire, généreux qui fit cligner des yeux le serveur, et sortit dans la nuit pluvieuse. De retour dans la voiture, il resta assis de longues minutes, écoutant simplement la pluie frapper le toit métallique. Pour la première fois depuis des décennies, Rodolphe Mercier, le magnate des affaires, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, ne savait pas quoi faire. Toutes ses compétences en planification, toutes ses stratégies, toute sa détermination, rien de tout cela ne servait à lutter contre l'ennemi qui s'était installé à l'intérieur de son propre corps. Il démarra la voiture et recommença à conduire. Cette fois, il savait où il allait. Retour au jardin, à l'appartement vide, aux pièces silencieuses qui résonnèrent de sa solitude. Demain, il devrait prendre des décisions, en parler à l'équipe, nommer un successeur, mettre l'entreprise en vente. Mais aujourd'hui, en cette nuit pluvieuse de Paris, Rodolphe voulait juste rentrer chez lui et peut-être pour la première fois depuis longtemps, s'avouer qu'il avait peur. Peur non pas de la douleur à venir, non pas de la fin inévitable, mais de réaliser qu'il avait construit toute une vie dans la mauvaise direction. Et maintenant, il n'y avait plus de temps pour recommencer. Les jours suivants s'étirèrent, dans une routine mécanique que Rodolphe effectuait en pilote automatique. Il se réveillait avec le soleil se levant sur la ville, prenait son café seul sur la terrasse du duplex, enfilait un des 30 costumes identiques qui pendèrent dans le dressing et se rendait au bureau où il faisait semblant que tout était normal. Mais rien n'était normal. Chaque réunion semblait être un théâtre de l'absurde, chaque décision commerciale une futilité cosmique. Julie percevait que quelque chose était différent. En 15 ans de travail pour Rodolphe, elle avait appris à lire ses sautes d'humeur comme un météorologue lit les nuages. Et ceux-là étaient des nuages d'orage. Il était plus silencieux, plus distant, comme si une partie de lui s'était déconnectée du monde. Mais chaque fois qu'elle essayait de demander si tout allait bien, il esquivait le sujet avec la maîtrise de celui qui avait passé sa vie à éviter les conversations personnelles. Le jeudi de cette semaine-là, Rodolphe prit une décision. Il ne parlerait de sa maladie à personne. Pas encore, peut-être jamais. L'idée de devenir un objet de pitié, de voir ce regard compatissant qu'avait le docteur Dubois sur le visage de chaque personne autour de lui, était insupportable. Il avait bâti sa réputation sur la force et le contrôle. Il n'allait pas la briser maintenant en révélant une faiblesse. Mais il y avait quelque chose qu'il devait faire. Quelque chose qu'il repoussait depuis des années par pur orgueil et entêtement. Il prit le téléphone et appela un numéro qu'il connaissait par cœur, mais n'utilisait jamais. 3 sonneries, 4. À la 5e, une voix grave répondit, chargée de surprise et de méfiance. « Richard » dit Rodolphe, utilisant le diminutif qu'il n'avait pas prononcé depuis près d'une décennie. Son frère cadet resta silencieux à l'autre bout du fil, essayant probablement de digérer le fait que Rodolphe, le frère aîné qui l'avait coupé de sa vie après une violente dispute au sujet de l'héritage de leurs parents, était en train d'appeler. La conversation fut tendue, ponctuée de pauses inconfortables et de ressentiments mal dissimulés. Richard vivait à Nantes, travaillait comme professeur d'histoire dans une école publique, menait une vie simple avec sa femme Martine et leurs 2 jumeaux. Une vie que Rodolphe avait toujours considérée comme médiocre, dépourvue d'ambition. Mais maintenant, en entendant son frère parler des matchs de football des garçons, des vacances modestes à la plage, des dîners en famille, Rodolphe ressentit quelque chose qu'il n'attendait pas, de l'envie. Ils terminèrent de l'appel avec la vague promesse de se revoir bientôt. Tous 2 savaient que cela n'arriverait probablement pas, mais le mensonge poli était plus confortable que la vérité. Rodolphe raccrocha, se sentant encore plus vide. Il avait un frère, des neveux qu'il connaissait à peine, une famille qu'il avait sacrifiée sur l'autel de l'ambition. Et pourquoi faire? Ce soir-là, Rodolphe fit quelque chose d'inédit.
Il quitta l'entreprise à 6 heures du soir, une heure qu'il considérait pratiquement comme le matin. Édouard fut si surpris qu'il dut être appelé 2 fois avant d'amener la voiture. Pendant le trajet vers le 16e, Rodolphe demanda à passer par le jardin du Luxembourg. Il voulait marcher, sentir l'herbe sous ses pieds, voir des gens vivre sans l'urgence qui dominait sa vie depuis des décennies. Le chauffeur le déposa à une des entrées et Rodolphe commença à marcher le long des allées arborées. C'était le début de soirée et le parc était encore animé. Des coureurs s'entraînaient, des couples flirtaient sur les bancs, des familles faisaient un pique-nique tardif. C'est là qu'il vit le garçon pour la première fois. Il était assis seul sur un banc près du bassin, les pieds balançant à quelques centimètres du sol. Il devait avoir 8 ou 9 ans, la peau mate, les cheveux bouclés ébouriffés, des vêtements simples mais propres. Ce qui attira l'attention de Rodolphe, ce ne fut pas l'apparence du garçon, mais ce qu'il faisait. Il écrivait quelque chose dans un vieux cahier à couverture plastifiée, la langue coincée entre les dents dans une concentration absolue. Que Rodolphe passa son chemin initialement, mais quelque chose le fit s'arrêter et regarder en arrière. Le garçon continuait d'écrire, indifférent au monde autour de lui. Il y avait une pureté dans cette concentration, une intensité que Rodolphe reconnut. C'était ainsi qu'il avait été lui-même dans son enfance, avant que la vie ne lui apprenne que rêver ne payait pas les factures. Et, gamin, Rodolphe s'entendit appeler avant de réfléchir. Le garçon leva les yeux, grand et expressif. Il ne montra aucune peur, juste de la curiosité. Rodolphe sentit une pointe de ce qui pouvait être de la honte. Depuis quand abordait-il des enfants inconnus dans les parcs? Il était en train de devenir une version pathétique de lui-même. Mais le garçon sourit, un sourire franc qui illumina son visage. « Bonjour, monsieur. » Il ferma le cahier comme pour protéger un trésor. Rodolphe s'approcha du banc, gardant une distance respectueuse. Il demanda si le garçon était seul, si ses parents savaient où il était. Le garçon expliqua que sa mère travaillait tard comme femme de ménage dans un immeuble de bureaux voisin et qu'il l'attendait là, au parc, car c'était plus sûr que de rester dans la rue. « Comment t'appelles-tu » demanda Rodolphe. « Mathieu » répondit le garçon. « Mathieu Dubois ? Et vous » Rodolphe hésita. Se présenter semblait créer une connexion qu'il n'était pas sûr de vouloir. Mais il y avait quelque chose dans le regard direct du garçon qui demandait de l'honnêteté. « Rodolphe » dit-il finalement. « Juste Rodolphe. » Ils restèrent silencieux un instant, 2 étrangers partageant un banc et rien de plus. Alors Mathieu demanda ce que Rodolphe faisait, s'il travaillait dans le coin. Rodolphe aurait pu mentir, simplifier, mais il finit par dire la vérité. Qu'il avait une entreprise, qu'il passait ses journées en réunion et à prendre des décisions concernant l'argent. Le garçon écouta avec une attention sérieuse. « Ça doit être ennuyeux », commenta Mathieu avec l'honnêteté brutale des enfants. Rester enfermé toute la journée à parler d'argent. Rodolphe se surprit à rire, un son rauque tellement il était peu utilisé. C'était ennuyeux, oui, admit-il, très ennuyeux, mais quelqu'un devait le faire. Mathieu secoua la tête. Personne n'a besoin de faire des choses qu'il n'aime pas. Ma mère dit toujours ça. Elle nettoie les sols parce qu'elle doit me nourrir, mais pendant son temps libre, elle peint. Un jour, elle aura une exposition et elle pourra peindre toute la journée. La foi inébranlable dans la voix du garçon serra quelque chose dans la poitrine de Rodolphe. « Et toi » demanda Rodolphe en désignant le cahier. « Qu'est-ce que tu écris là-dedans » Mathieu eut un sourire timide. « Des histoires, sur des super-héros qui sauvent les gens. Mon professeur a dit que j'étais bon avec les mots, que je pourrais peut-être devenir écrivain un jour. » Il parlait avec un mélange d'espoir et de doute, comme s'il n'était pas sûr qu'il soit permis de rêver si grand pour quelqu'un comme lui. Rodolphe sentit une étrange piqûre d'émotion. À quand remontait la dernière fois qu'il avait eu un rêve qui n'impliquait pas d'augmenter les profits ou d'acquérir des concurrents? Quand avait-il cessé d'imaginer des possibilités qui ne tenaient pas dans des feuilles de calcul Excel? Un sifflet résonna dans le parc, signalant qu'il était proche de l'heure de fermeture. Mathieu se leva rapidement, rangeant le cahier dans son sac à dos usé. « Je dois y aller, ma mère doit bientôt finir. » C'était sympa de discuter avec vous, Rodolphe. Il tendit la main, un geste adulte venant d'un enfant qui avait probablement dû grandir trop vite. Rodolphe serra la petite main, surpris par la fermeté de la poignée. C'était sympa aussi, Mathieu.
Et pour être écrivain, vas-y, le monde a besoin de bonnes histoires. Le garçon sourit, fit un signe de tête et s'éloigna en courant par le chemin qui menait à la sortie du parc. Rodolphe resta assis sur le banc quelques minutes de plus, observant le ciel s'assombrir sur Paris. Une rencontre fortuite avec un enfant inconnu ne devrait rien signifier. Ce n'était qu'une de ces interactions aléatoires qui se produisent dans les grandes villes. Mais il y avait quelque chose chez ce garçon, dans cette espérance innocente, qui avait remué quelque chose d'endormi en lui. Les jours suivants, Rodolphe se surprit à penser à Mathieu. Est-ce que le garçon allait bien? Sa mère réussirait-elle vraiment à réaliser son rêve d'exposition de peinture? Et quant aux super-héros du cahier, quelles histoires étaient en train d'être écrites? Le lundi, après une autre réunion soporifique sur les projections fiscales, Rodolphe prit une décision impulsive. Il demanda à Julie d'annuler ses engagements de l'après-midi, ce qui devenait une habitude préoccupante, selon l'expression de son assistante. Il prit sa voiture et se rendit au Luxembourg. Il marcha sur les mêmes chemins que la semaine précédente, cherchant sans admettre qu'il cherchait. Et il était là sur le même banc, écrivant dans le même cahier, comme si l'univers avait conspiré pour qu'ils se rencontrent à nouveau. Mathieu leva les yeux et son visage s'illumina de reconnaissance. « Rodolphe » s'exclama-t-il avec une joie sincère. « Vous êtes revenu !» Il ne semblait pas surpris, juste heureux, comme s'il s'attendait à ce que les adultes tiennent leur promesse implicite de réapparaître. Rodolphe s'assit à côté de lui, gardant une distance appropriée mais amicale. Ils parlèrent de choses triviales au début. Comment s'était passée l'école, si sa mère avait pu peindre un peu, quel genre de super-héros était créé aujourd'hui. Mathieu parlait avec animation, gesticulant avec ses mains, les yeux brillants en décrivant ses idées. Puis le garçon devint sérieux. « Je peux vous poser une question personnelle, Rodolphe ?» Celui-ci acquiesça, curieux de savoir ce qu'un enfant de 9 ans considérait comme personnel. « Êtes-vous heureux ?» La question tomba entre eux comme une pierre dans un lac tranquille, créant des vagues qui se propageaient en cercle. Rodolphe resta muet. Comment répondre à cela? Comment expliquer à un enfant que le bonheur était un concept qu'il avait cessé de considérer comme pertinent il y a des décennies? Qu'il avait remplacé la satisfaction par le succès, la joie par les réalisations, la connexion par les conquêtes. « Je crois que non », répondit-il finalement avec une honnêteté qui le surprit. « Je crois que j'ai passé tellement de temps à essayer de réussir que j'ai oublié d'être heureux. » Les mots sortirent bruts, sans phare, directement de l'endroit blessé qu'il cachait à tout le monde, y compris à lui-même. Mathieu acquiesça comme si cela avait tout le sens du monde. Ma professeure de philosophie, oui, il insista sur le mot avec fierté. Dit que le succès sans bonheur, c'est comme avoir un tas de jouets, mais personne avec qui jouer. Vous avez quelqu'un avec qui jouer, Rodolphe? La simplicité de la métaphore était dévastatrice. Rodolphe pensa à son appartement vide, à ses dîners solitaires, à ses conquêtes encadrées sur les murs que personne d'autre que lui ne voyait. Il avait construit un magnifique château, mais avait oublié de le peupler. Non, admit-il. Je crois que non. Mathieu posa sa petite main sur le bras de Rodolphe, un geste de réconfort étonnamment mature. Mais il n'est pas trop tard. Ma grand-mère disait toujours, avant de partir, il fit une pause et Rodolphe comprit l'euphémisme qu'on peut toujours recommencer. Chaque jour est une page blanche. Rodolphe sentit ses yeux picoter de manière inhabituelle. À quand remontait la dernière fois qu'il avait pleuré? Il ne s'en souvenait pas. Peut-être aux funérailles de sa mère, il y a 15 ans, peut-être même pas à ce moment-là. Il s'éclaircit la gorge, repoussant l'émotion. « Tu es un garçon très sage. »« Mathieu, le garçon sourit. Je lis beaucoup. C'est tout. Et j'observe. Et j'écris. Écrire aide à comprendre les choses. » Il regarda Rodolphe avec curiosité. « Avez-vous déjà essayé d'écrire ce que vous ressentez ?» Rodolphe faillit rire de l'idée. Lui qui parvenait à peine à s'avouer ses sentiments, les mettre sur papier. Mais il y avait quelque chose de tentant dans la suggestion. Une façon de mettre de l'ordre dans le chaos qui s'était installé dans son esprit depuis le diagnostic. « Peut-être que je devrais essayer, » dit-il pensivement. Mathieu arracha immédiatement une feuille de son cahier et la lui offrit avec le crayon. « Commencez. Maintenant. Écrivez une chose que vous ressentez.
Rodolphe regarda le papier blanc dans ses mains. Le crayon pesait comme s'il était fait de plomb. Quel mot unique pourrait résumer le tourbillon en lui? Peur, solitude, regret. Lentement, avec une écriture qu'il n'avait pas utilisée depuis l'école, il écrivit un seul mot. Perdu. Ce mot solitaire sur le papier, perdu, semblait palpiter d'une vie propre. Mathieu le lut en silence, son expression trop sérieuse pour un enfant de son âge. Puis il reprit le papier, le retourna et commença à écrire quelque chose au verso. Rodolphe observait curieux, tandis que le crayon dansait sur la page, formant des lettres soignées. Quand il eut fini, Mathieu plia le papier en 4, créant un petit carré. « Gardez ça », dit-il en le rendant à Rodolphe, « mais ne le lisez que lorsque vous en aurez vraiment besoin. Vous saurez quand ce sera le moment. » Il y avait une solennité dans la demande qui fit que Rodolphe accepta sans poser de questions, rangeant le papier plié dans la poche intérieure de sa veste. Ils parlèrent encore un peu avant que le sifflet du parc ne les interrompe à nouveau. Mais cette fois, avant de partir, Mathieu fit promettre à Rodolphe qu'il reviendrait. Pas demain, car sa mère avait un jour de congé et ils passeraient de la journée ensemble. Mais après-demain, au même endroit à la même heure. Rodolphe promit, se surprenant de la sincérité de son propre engagement. De retour à l'appartement ce soir-là, Rodolphe sortit le papier plié de sa poche et le posa sur la commode de sa chambre. Il le regarda pendant de longues minutes, résistant à la tentation de l'ouvrir. Il y avait quelque chose de presque sacré dans la manière dont Mathieu le lui avait donné, comme si c'était un talisman ou un message chiffré de l'univers. « Vous saurez quand ce sera le moment », avait dit le garçon. Et quelque chose en Rodolphe voulait respecter cela. Les jours suivants apportèrent un changement subtil, mais perceptible dans sa routine. Rodolphe allait toujours au bureau, signait toujours des documents et prenait des décisions. Mais il avait commencé à déléguer davantage, à faire confiance à son équipe de directeurs pour résoudre des problèmes qu'il insistait auparavant à micro-gérer. Marc, le directeur financier, commenta surpris que le patron semblait plus détendu. Julie observait simplement en silence, inquiète mais trop respectueuse pour envahir la vie privée de Rodolphe. Le mercredi, comme promis, Rodolphe retourna au Luxembourg. Mathieu était déjà là, mais cette fois pas seul. Une femme était assise à ses côtés, écrivant elle aussi dans un cahier. Elle devait avoir environ 35 ans, la peau mate comme celle de son fils, les cheveux longs attachés en une queue de cheval pratique, des vêtements simples de quelqu'un qui travaillait dur, mais il y avait quelque chose d'élégant dans sa posture, une dignité qu'aucun vêtement cher ne pouvait conférer. En voyant Rodolphe s'approcher, Mathieu sauta du banc. « Rodolphe, vous êtes venu. Maman, c'est l'ami dont je t'ai parlé. Il est très gentil et il a une énorme entreprise. » La femme se leva, tendant la main avec un sourire chaleureux, mais dans ses yeux, il y avait la prudence naturelle d'une mère célibataire protégeant son enfant. « Béatrice, » se présenta-t-elle, « Mathieu m'a parlé de vous. Je vous remercie d'être gentil avec mon fils. » Rodolphe serra sa main, sentant la rudesse de quelqu'un qui travaillait avec des produits de nettoyage. « C'est lui qui est gentil avec moi, » répondit-il avec sincérité. « Votre fils est spécial. » Béatrice. Ils parlèrent pendant quelques minutes, la tension initiale se dissipant progressivement. Béatrice raconta comment elle conciliait 3 emplois pour s'assurer que Mathieu puisse étudier dans une bonne école, avoir des livres, avoir une chance d'un avenir différent du sien. Elle parlait avec fierté et épuisement à parts égales. Rodolphe l'écoutait fasciné. Là se trouvait quelqu'un qui comprenait la véritable ambition, pas la sienne, vide et égocentrique, mais celle d'une mère luttant pour donner à son fils ce qu'elle n'avait jamais. Béatrice montra quelques-unes de ses peintures sur son téléphone. Des paysages urbains de Paris, vus par les yeux de celle qui balayait ses sols. Il y avait de la beauté dans ces images, une perspective unique d'une ville que Rodolphe pensait connaître, mais réalisait maintenant qu'il ne faisait qu'habiter. « Vous avez un vrai talent, » dit-il. « Avez-vous déjà pensé à exposer professionnellement ?» Béatrice rit, mais c'était un rire sans humour. « Exposer. Monsieur Rodolphe, ça coûte de l'argent. Des cadres, un espace, de la publicité. Tout coûte de l'argent que je n'ai pas. Alors je peins pour ne pas devenir folle et je garde les tableaux, sous mon lit. Qui sait, un jour. » La résignation dans sa voix était douloureuse à entendre.
Rodolphe se surprit à vouloir aider, offrir de l'argent, résoudre le problème comme il résolvait tout dans sa vie. Mais quelque chose l'arrêta. Il devinait que Béatrice avait de la fierté, qu'elle n'accepterait pas la charité d'un étranger riche apparu de nulle part. Et il y avait autre chose. Une petite voix en lui disant que ce n'était pas une question d'argent. Cela n'avait jamais été une question d'argent. Béatrice devait partir. Elle avait un autre service qui commençait dans 1 heure. Elle embrassa le sommet de la tête de Mathieu, remercia à nouveau Rodolphe de tenir compagnie à son fils et partit en marchant rapidement. Rodolphe et Mathieu se retrouvèrent seuls. « Votre mère est incroyable », dit Rodolphe. Mathieu sourit. Avec cet amour inconditionnel que seuls les enfants ont, c'est la meilleure. Elle travaille tellement pour que je puisse avoir une vie meilleure. C'est pourquoi je dois beaucoup étudier et devenir quelqu'un, pour lui rendre tout ce qu'elle a fait. La maturité du garçon était émouvante et troublante. Aucun enfant ne devrait porter un tel poids sur ses épaules, un tel sens des responsabilités. Mais Rodolphe voyait en Mathieu la même détermination qu'il avait eue lui-même dans sa jeunesse. La différence était que Mathieu avait encore de la lumière dans les yeux, croyait encore aux héros et aux fins heureuses. Ils marchèrent dans le parc tout en discutant. Mathieu parlait de l'école, de ses camarades, de sa professeure de français qui encourageait son écriture. Rodolphe partagea des histoires éditées de sa propre enfance, sur le fait de grandir pauvre en banlieue, sur le magasin de pièces détaché de son père qui payait à peine les factures. Il fut surpris de réaliser que cela faisait des décennies qu'il n'avait pas pensé à cette époque. Il avait construit une narration polie, d'homme autodidacte pour les journaux d'affaires, mais la vérité était plus désordonnée, plus humaine. Lorsque la conversation dériva vers les rêves et les plans, Mathieu s'anima. « Je veux écrire des livres qui font que les gens se sentent moins seuls, comme les livres que je lis le font pour moi. » Il regarda Rodolphe avec cette franchise déconcertante. « Vous vous sentez seul, n'est-ce pas ?» Rodolphe aurait pu nier, esquiver, construire un mur poli, mais il ne le fit pas. « Oui, » admit-il, très seul, depuis très longtemps. Mathieu acquiesça comme s'il comprenait parfaitement. La solitude, ce n'est pas d'être seul, c'est de n'avoir personne qui vous voit vraiment. Ma professeure a dit ça. L'observation frappa Rodolphe comme un coup de poing. C'était exactement ça. Entouré d'employés, d'associés, de connaissances, il était invisible. Tout le monde voyait Rodolphe Mercier, l'homme d'affaires, le magnate, le nom en lettres capitales sur la façade de l'immeuble, mais qui voyait Rodolphe, juste Rodolphe, avec ses peurs et ses regrets, et cette sensation croissante qu'il avait gâché quelque chose de précieux et d'irrécupérable. Ils s'assirent sur un autre banc, celui-ci avec vue sur un terrain où des enfants jouaient au football. Mathieu sortit son cahier et commença à écrire, se mordant la lèvre de concentration. Rodolphe observait simplement, appréciant le moment simple d'être là, sans agenda, sans objectif, sans la nécessité de produire ou de conquérir ou d'impressionner. « Je peux vous confier un secret ?» demanda Mathieu sans lever les yeux de son cahier. Rodolphe dit que oui. Parfois, j'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas être assez bon, de décevoir ma mère. Tout le monde dit que je dois devenir quelqu'un, réussir. Mais et si j'échoue? Et si tous ces sacrifices sont gaspillés? Rodolphe sentit son cœur se serrer. Là se trouvait un garçon de 9 ans portant le poids qu'il avait porté lui-même et qu'il avait transformé en qui il était aujourd'hui. Quelqu'un obsédé par le succès au détriment de tout le reste. Quelqu'un qui ne s'arrêtait jamais parce que s'arrêter signifiait regarder en arrière et voir le vide. « Mathieu, » dit Rodolphe en choisissant ses mots avec soin, « je peux te dire quelque chose que j'ai appris trop tard. » Le garçon arrêta d'écrire et le regarda. Succès n'est pas ce que les autres disent qu'il est. Ce n'est pas l'argent ou le pouvoir, ou avoir son nom sur des immeubles. J'ai tout ça et je te dis avec certitude que ça ne vaut rien si tu te perds toi-même dans le processus. Il prit une profonde inspiration. Ta mère ne veut pas que tu sois riche ou célèbre. Elle veut que tu sois heureux. Elle veut que tu aies des choix qu'elle n'a pas eus. Et écrire, raconter des histoires qui font que les gens se sentent moins seuls. C'est ça le vrai succès. C'est ça qui compte. Mathieu traita les mots en silence. Alors vous regrettez d'être devenu riche?
Rodolphe secoua la tête. « Je ne regrette pas ce que j'ai conquis. Je regrette ce que j'ai perdu en chemin. Les gens que j'ai éloignés. Le temps que je n'ai pas vraiment vécu. D'avoir oublié que l'argent n'est que du papier s'il n'y a personne avec qui le partager. » Ils restèrent silencieux un instant, absorbant le poids de la conversation. Alors, Mathieu fit quelque chose d'inattendu. Il serra Rodolphe dans ses bras. Une étreinte rapide, mais sincère qui prit l'homme complètement par surprise. « Merci de m'avoir dit la vérité, » dit le garçon. « Les adultes mentent toujours aux enfants en pensant qu'ils nous protègent. Mais vous êtes différents. » Rodolphe sentit quelque chose fondre en lui, une couche de glace dont il ignorait l'existence. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un l'avait serré dans ses bras spontanément? À quand remontait la dernière fois qu'il avait ressenti une connexion humaine réelle, non transactionnelle, non calculée? Mathieu s'écarta et recommença à écrire, maintenant avec une énergie renouvelée. Rodolphe resta à observer, pensant à tous les choix qu'il avait faits, à tous les chemins non suivis. Il pensa à l'appel avec Richard, qui s'était terminé par des promesses vides. Il pensa à Camille et aux années qu'il avait gâchées dans un mariage sans amour. Il pensa aux employés qu'il traitait comme des pièces d'une machine efficace. Et il pensa au papier plié sur sa commode, avec un mot écrit par lui et quelque chose écrit par Mathieu au verso. Vous saurez quand ce sera le moment. Était-ce le moment? L'univers essayait-il de lui dire quelque chose, à travers cet enfant improbable qui était apparu dans sa vie juste au moment où tout s'écroulait? Le sifflet du parc les fit se lever. Mathieu rangea son cahier et ajusta son sac à dos. « On se revoit ?» demanda-t-il avec cette espérance dans les yeux. Rodolphe acquiesça. « Oui, toujours. C'était une grande promesse, peut-être trop grande. » Mais à cet instant, sous le ciel orangé du crépuscule parisien, Rodolphe voulut croire qu'il pourrait la tenir. Ils se dirent au revoir à la grille du parc. Rodolphe vit Mathieu rejoindre sa mère qui l'attendait déjà, les deux marchant ensemble vers un arrêt de bus, un duo de guerriers affrontant la ville hostile avec rien d'autre que l'amour et l'espoir. Rodolphe resta immobile jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la foule. Cette nuit-là, seul dans l'appartement, Rodolphe prit le papier sur la commode. Il s'assit sur la terrasse, la ville illuminée s'étendant à perte de vue. Toutes ces lumières, toutes ces vies, toutes ces histoires qu'il ne connaîtrait jamais. Il y avait de la beauté dans cette immensité, mais aussi une solitude écrasante. Il déplia lentement le papier. Là se trouvait son mot, perdu dans l'écriture adulte mais tremblante. Il retourna le papier, et là, dans l'écriture soignée de Mathieu, se trouvait la réponse dont il ignorait avoir besoin. 3 mots simples qui transpercèrent toutes ses défenses. Des mots qu'un garçon de 9 ans avait écrits pour un homme de 52 ans. Des mots qui portaient une sagesse qui transcendait l'âge ou l'expérience. Il est encore temps. Il est encore temps. Rodolphe lut les 3 mots à plusieurs reprises, tandis que le ciel parisien s'assombrissait complètement. 3 mots qui étaient à la fois une promesse et un défi. Tant pourquoi exactement? Pour réparer ce qu'il avait brisé? Pour construire ce qu'il n'avait jamais commencé? Pour vivre vraiment avant que le temps, ironiquement, ne s'épuise définitivement? Cette nuit-là, Rodolphe ne parvint pas à dormir. Il resta sur la terrasse jusqu'à l'aube, le billet dans les mains, la ville palpitant en silence en bas. Pour la première fois depuis des semaines, depuis le diagnostic qui avait transformé sa vie en un compte à rebours, Rodolphe ne ressentit pas seulement de la peur ou de la colère ou du désespoir. Il ressentit quelque chose de différent, la possibilité. Le lendemain matin, un vendredi, Rodolphe arriva au bureau avec un plan. Non pas le genre de plan stratégique qu'il avait l'habitude d'élaborer pour des acquisitions ou des expansions, mais quelque chose de plus fondamental. Un plan pour récupérer des parties de lui-même qu'il pensait perdues à jamais. Il appela Julie dans son bureau et, pour la première fois en 15 ans, lui demanda vraiment de ses nouvelles. Non pas de l'agenda ou des rapports, mais de sa vie. Il découvrit qu'elle avait une fille de 7 ans, Sophie, qui adorait le ballet mais que l'école de danse était chère. Il découvrit que Julie rêvait de faire un master en gestion, mais n'avait pas le temps entre le travail et le fait d'être mère célibataire. Il découvrit que son assistante était une personne complète, avec des rêves et des peurs et toute une vie qui se déroulait en dehors de ce bureau.
Rodolphe se sentit honteux de n'avoir jamais demandé auparavant. Après que Julie fut partie, surprise et émue par la conversation, il convoqua des réunions individuelles avec chaque directeur, Marc des finances, Anne-Marie du marketing, Georges des opérations. Avec chacun, il fit la même chose. Il éteignit le mode entrepreneur et alluma le mode humain. Anne-Marie pleura en racontant que sa mère souffrait d'un Alzheimer avancé, qu'elle passait des nuits blanches à s'inquiéter, qu'elle se sentait déchirée entre le travail et la famille. Georges confessa qu'il était en thérapie pour l'anxiété, que la pression du poste affectait sa santé. Marc admit que son mariage ne tenait qu'à un fil, qu'il voyait à peine ses enfants grandir. Rodolphe écouta tout, et pour la première fois, il n'offrit pas de solution corporative ou d'attente qu'ils laissent leurs problèmes personnels à l'extérieur. Il offrit de l'empathie, il offrit de la flexibilité, il offrit de l'humanité. Quelque chose avait changé en lui, comme si le billet de Mathieu avait déverrouillé une partie de son âme qu'il avait gardée gelée pendant des décennies. Cet après-midi-là, elle fit une autre chose impensable. Il appela Richard. Cette fois, la conversation fut différente. Rodolphe commença par s'excuser. Des excuses pour la dispute au sujet de l'héritage, pour la rupture abrupte, pour des années d'orgueil stupide. La voix de Richard trembla au téléphone. Ils parlèrent pendant près de 2 heures, démantelant les ressentiments construits, brique par brique au fil d'une décennie. Richard parla des jumeaux, Pierre et Paul, maintenant âgés de 13 ans. Comme ils étaient de bons élèves, comme ils jouaient au football dans l'équipe de l'école, comme ils posèrent des questions sur l'oncle riche qu'ils ne voyaient jamais. Rodolphe sentit une pointe de perte. Il avait des neveux adolescents qu'il ne connaissait pas, qui avaient grandi en croyant qu'ils s'en fichaient. Ils convinrent d'un déjeuner pour le dimanche. Quelque chose de simple chez Richard à Nantes. Juste la famille, sans faste, sans formalité. Juste des gens essayant de reconstruire des ponts brûlés. Rodolphe raccrocha, se sentant plus léger que depuis des années. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui devait entendre. Ce soir-là, Rodolphe se rendit à l'appartement de Camille, dans le quartier de Montmartre. Elle répondit à l'interphone surprise, clairement méfiante de cette visite inattendue. Mais elle le laissa monter. Camille était différente. Les cheveux plus courts, quelques rides dont il ne se souvenait pas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là avant. La paix. Peut-être. Elle avait refait sa vie après lui, réalisa Rodolphe. Une vie qui ne tournait pas autour d'attentes non satisfaites et de dîners solitaires. Ils prirent un café dans le petit salon décoré avec goût, si différent de l'opulence sans âme de son appartement. Rodolphe ne savait pas par où commencer, alors il commença par la vérité. Il parla de la maladie. Il vit le choc sur son visage, sa main s'envolant pour couvrir sa bouche. Il ne voulait pas de pitié, expliqua-t-il rapidement. Je voulais juste qu'elle sache pourquoi. Je devais lui dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 15 ans. Camille, tu méritais mieux. Tu méritais un mari présent, attentionné, qui te voyait comme une personne et non comme un accessoire. Et je suis désolé d'avoir été si égoïste, si concentré sur la construction d'un empire que j'en ai oublié de construire une vie. Tu as essayé de me le dire tant de fois et je n'ai tout simplement pas écouté. Des larmes coulaient sur son visage. Antoine continua. Tu as trouvé quelqu'un? Elle hocha la tête. Robert, un professeur de musique. Ils se sont mariés il y a 5 ans, discrètement. Il est gentil, dit Camille d'une voix douce. Il est là quand il dit qu'il le sera. Il se souvient de mon anniversaire. Il me demande comment s'est passée ma journée et écoute vraiment la réponse. Antoine sourit, sincèrement heureux pour elle. Tu mérites exactement cela, et il a de la chance de t'avoir. Ils parlèrent encore, démantelant finalement le poids d'un mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Quand Antoine partit, des heures plus tard, ils s'étreignirent sur le pas de la porte. Une accolade entre 2 personnes qui avaient partagé une décennie de vie et qui faisaient enfin la paix avec cela. Le week-end fut étrange et merveilleux, à la fois. Le samedi, Antoine se rendit au magasin de pièces automobiles qui avait lancé l'Empire. Il n'avait pas visité l'endroit depuis des années. Géré par des managers efficaces qui envoyaient des rapports mensuels. La boutique originale dans la banlieue Est, modernisée mais toujours reconnaissable. Thierry le gérant, un homme d'une 60aine d'années,
qui travaillait là depuis que le père d'Antoine était en vie, faillit tomber de sa chaise en le voyant. Les employés se crispèrent, pensant qu'il s'agissait d'une inspection surprise. Mais Antoine demanda juste à discuter. Il passa la journée là-bas, aidant au comptoir, parlant aux clients, transpirant dans la chaleur que la vieille climatisation soulageait à peine. C'était comme remonter le temps, à l'époque où, à 18 ans, il travaillait avec son père, apprenant chaque vis, chaque pièce, rêvant de s'étendre. Thierry raconta des histoires du père d'Antoine qu'il n'avait jamais entendues. Comment le vieux Dubois aidait les clients endettés, comment il faisait des prix spéciaux pour les mécaniciens qui débutaient, comment il croyait qu'une bonne affaire était celle où tout le monde y trouvait son compte. Antoine réalisa avec tristesse que, dans son empressement à grandir, il avait abandonné ces principes que son père valorisait. Le dimanche, il conduisit jusqu'à la ville voisine. La maison de Richard était simple. Une petite maison de ville dans un quartier de classe moyenne, avec un petit jardin bien entretenu. Martine, sa belle-sœur qu'il connaissait à peine, le reçut avec une accolade chaleureuse. Les jumeaux, Pierre et Paul, étaient timides au début mais se réchauffèrent vite quand Antoine leur demanda des nouvelles de leur équipe de football et montra un intérêt sincère. Le déjeuner était fait maison, préparé par Martine avec l'aide de Richard. Rien de chic, juste de la bonne nourriture en abondance. Ils parlèrent, rirent, partagèrent des histoires. Antoine raconta l'histoire de Mathis, du mot de cet étrange voyage de redécouverte. Richard écouta en silence, puis posa sa main sur l'épaule de son frère. « Je suis fier de toi, mon frère. Je sais qu'il n'a pas été facile d'admettre que tu faisais fausse route. La plupart des gens n'y parviennent jamais. » Antoine sentit ses yeux lui piquer à nouveau. Il pleurait plus en ces 2 semaines qu'au cours des 20 dernières années réunies. Sur le chemin du retour vers Paris, Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il le reconnut à peine. Le contentement. Pas l'euphorie de conclure une affaire à millions, ou la satisfaction d'écraser un concurrent. Juste la paix silencieuse d'être connecté aux personnes qui comptaient. Le lundi arriva et avec lui, des décisions difficiles. Antoine convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Il annonça qu'il se retirait progressivement, qu'il déléguerait plus de responsabilités, qu'il faisait confiance à l'équipe pour gérer le quotidien. La salle resta dans un silence choqué. Marc trouva le courage de poser la question évidente. « Tout va bien, monsieur Dubois ?» Antoine sourit. Tout était loin d'aller bien au sens médical. Mais dans un autre sens, peut-être plus important, il allait mieux que depuis des décennies. « Disons que j'ai eu une révélation sur les priorités », répondit-il énigmatiquement. Plus tard dans la journée, Antoine se rendit au parc comme d'habitude. Mathis était là, écrivant intensément. En voyant Antoine, son visage s'illumina. « Tu as l'air différent », observa le garçon avec cette perception déconcertante. Plus léger, Antoine s'assit à côté de lui. « J'ai lu ce que tu as écrit. » Sur le mot, Mathis sourit. « Et ça a aidé ?» Antoine hocha la tête. « Ça a tout changé. Ces 3 mots, il est encore temps. On fait plus pour moi que des années de thérapie n'auraient pu le faire. Ils m'ont donné la permission de recommencer. » Le garçon parut satisfait. Parfois, on a juste besoin de se rappeler qu'il n'est pas trop tard. Ils parlèrent de la semaine de chacun. Mathis raconta une rédaction qu'il avait écrite à l'école, allouée par la maîtresse. Antoine raconta sa réconciliation avec son frère, sa visite à la boutique de son père. Le fait de commencer à vraiment voir les gens autour de lui. À chaque histoire, Mathis écoutait avec cette attention totale que seuls les enfants peuvent donner. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit Antoine pensivement. « J'ai passé ma vie à croire que je devais accumuler des choses pour avoir de l'importance. L'argent, le pouvoir, les propriétés. Mais ce ne sont pas les choses qui restent. Ce sont les moments, ce sont les liens. C'est s'asseoir ici et parler avec toi de rien et de tout à la fois. » Mathis resta silencieux un instant, balançant ses jambes qui ne touchaient pas le sol. Alors ma mère avait raison. Elle dit toujours que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as, mais qui tu es et comment tu fais sentir les autres. Antoine sentit cette simple vérité le transpercer une fois de plus. Béatrice arriva peu après, venant directement du travail. Elle salua Antoine chaleureusement, déjà habitué à sa présence à la vie de son fils.
Ils parlèrent brièvement, et Antoine impulsivement fit une invitation. « J'aimerais dîner avec vous un de ces jours ?» Rien de chic, juste pour mieux vous connaître. Béatrice hésita, cette fierté blessée qu'Antoine reconnaissait. Mais Mathis sauta de joie. « S'il te plaît, maman, on peut faire tes pâtes qui sont les meilleures du monde. » Béatrice regarda entre son fils et Antoine, puis sourit. « D'accord. » Samedi, Antoine accepta, ressentant une anticipation étrange et merveilleuse. En marchant vers sa voiture, Antoine pensa à quel point sa vie semblait différente maintenant par rapport à il y a seulement 3 semaines. Le diagnostic était toujours là, la sentence toujours inchangée. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Il lui restait 6 mois, peut-être 1 an, et pour la première fois, il était déterminé à vivre chaque seconde, pleinement. Les jours jusqu'au samedi passèrent dans un tourbillon de changements. Antoine mit en œuvre de nouvelles politiques dans l'entreprise qui laissèrent tout le monde bouche bée. Horaires flexibles pour les parents, aide à l'éducation pour les employés qui voulaient étudier, un programme de mentorat où il guiderait personnellement de jeunes entrepreneurs des quartiers défavorisés. C'était comme s'il s'était réveillé d'un sommeil de 30 ans. Julie obtint la bourse complète pour son master, grâce à un fonds qu'Antoine avait créé pour le développement professionnel des employés. Anne-Sophie réussit à réduire sa charge de travail pour s'occuper de sa mère sans perdre son salaire. Marc commença à partir plus tôt le vendredi pour dîner en famille. De petits changements qui signifiaient des mondes entiers pour ceux qui les recevaient. Mais ce n'était pas seulement de la générosité d'entreprise. Antoine découvrit quelque chose de surprenant dans ce processus. Voir les gens autour de lui s'épanouir, voir la gratitude sincère dans leurs yeux, lui procurait une satisfaction qu'aucun bénéfice trimestriel n'avait jamais égalée. C'était comme s'il avait découvert un type de richesse complètement différent. Le jeudi, il reçut un appel inattendu. Le docteur Henry voulait le voir pour discuter de nouveaux examens. Antoine sentit son estomac se nouer. Depuis le diagnostic initial, il avait repoussé le retour chez le médecin, comme si ne pas y aller signifiait que la maladie ne progressait pas. Mais il savait que c'était une illusion. Il prit rendez-vous pour le vendredi matin. Au cabinet, le docteur Henry avait une expression qu'Antoine ne parvenait pas à déchiffrer. Les nouveaux examens montraient quelque chose d'intriguant. La tumeur ne se développait pas à la vitesse attendue. En fait, elle semblait s'être stabilisée. Le docteur Henry était prudent, expliquant que cela ne signifiait pas une guérison ou une rémission, mais que c'était suffisamment inhabituel pour mériter attention. Antoine écouta stupéfait. Stabilisé? Comment? Pourquoi? Le médecin avait des théories sur la réponse immunologique, sur les variations individuelles, sur le fait que la science ne comprenait pas encore complètement comment le corps se battait parfois de manière inattendue. Mais au fond, Antoine sentait qu'il savait la raison. Ou du moins, il voulait croire qu'il la savait. Depuis qu'il avait lu le mot de Mathis, depuis qu'il avait commencé à vivre vraiment, au lieu de simplement exister, quelque chose avait changé non seulement dans son esprit, mais dans son corps. Il y avait des études à ce sujet, mentionna le docteur Henry presque à contre-cœur, sur la façon dont l'état émotionnel pouvait affecter la progression des maladies. Le bonheur, le but, la connexion ne guérissaient pas, mais donnaient parfois au corps une force supplémentaire pour se battre. Antoine quitta le cabinet dans un état de choc plein d'espoir. Il avait toujours la maladie, elle était toujours grave, mais il avait gagné quelque chose de précieux, du temps. Peut-être pas 6 mois, peut-être 1 an, peut-être plus. Chaque jour supplémentaire était un cadeau qu'il ne s'attendait pas à recevoir. Le samedi arriva, ensoleillé, rare pour Paris à cette époque de l'année. Antoine conduisit jusqu'à l'adresse que Béatrice avait fournie, un ensemble résidentiel dans le sud de la ville. L'immeuble était simple mais bien entretenu, avec un petit espace vert où les enfants jouaient. Si différent de son penthouse dans les beaux quartiers, mais il y avait de la vie ici, de la communauté, quelque chose que le béton et le verre de son monde n'avaient jamais eu. Mathis l'attendait au portail, sautillant d'excitation. Antoine avait apporté des fleurs pour Béatrice et un kit de matériel d'écriture de haute qualité pour Mathis, des cahiers avec du papier spécial, des stylos de différentes couleurs, un livre sur les techniques narratives.
Le garçon tenait le cadeau comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. L'appartement était petit, 2 chambres, salon et cuisine intégrés. Mais Béatrice avait transformé cet espace en foyer. Il y avait des tableaux partout. Ces peintures de la ville vues sous des angles que seuls ceux qui vivaient vraiment la ville connaissaient. Des plantes aux fenêtres, des rideaux colorés faits à la main, des photos de Matisse à toutes les étapes de son enfance. Béatrice était dans la cuisine, préparant les pâtes promises. L'odeur qui s'en dégageait était réconfortante, rappelant à Antoine son enfance, les rares fois où sa mère avait eu le temps de cuisiner, avant de décéder trop jeune. Il proposa son aide et Béatrice, après avoir hésité, accepta. Bientôt, Antoine coupait des tomates, pendant qu'elle préparait la sauce, Matisse dans le salon écrivant dans son nouveau cahier. Ils parlèrent en cuisinant. Béatrice raconta son histoire. Grandir dans un orphelinat à la campagne, venir à Paris à 16 ans à la recherche d'opportunités, tomber enceinte jeune d'un petit ami qui avait disparu en apprenant la nouvelle. Élever Matisse seul, travailler 3 emplois, ne jamais abandonner le rêve de peindre, même quand cela semblait impossible. Antoine l'écoutait avec une admiration croissante. Voici la vraie force, la vraie détermination. Pas la sienne qui avait construit un empire mais dévasté des relations dans le processus. Mais la sienne, qui maintenait sa dignité et son espoir, tout en frottant les sols des autres pour que son fils puisse avoir des livres. « Et vous ?» demanda Béatrice en remuant la sauce. « Matisse me dit que vous êtes très riche, très réussi. Mais il dit aussi que vous êtes triste, ou que vous l'étiez. Il dit que vous êtes en train de changer. » La franchise de l'observation aurait pu être offensante, mais Béatrice parlait avec gentillesse, une curiosité sincère. Antoine réfléchit à la manière de répondre. Il finit par dire la vérité. Sur la maladie, sur la vie gaspillée dans une ambition vide, sur le mot que Matisse avait écrit et comment 3 mots simples l'avaient fait tout réévaluer. Béatrice arrêta de remuer la sauce et le regarda, les larmes aux yeux. « Mon fils a un cœur spécial, dit-elle doucement. Depuis tout petit, il ressent les choses différemment. Il voit les gens vraiment. » Et elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Les gens comme vous qui se perdent en chemin ont besoin de gens comme lui pour se souvenir de ce qui compte. » Mais elle hésita avant de continuer. Antoine l'encouragea à parler. Béatrice prit une profonde inspiration. « J'ai juste peur que Matisse donne trop de lui-même, qu'il porte le fardeau des douleurs des autres sur ses épaules. C'est encore un enfant. Il devrait se préoccuper de jeux et de plaisanteries. Pas de sauver des adultes perdus. » Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste l'inquiétude protectrice d'une mère. Antoine comprit parfaitement. « Vous avez raison et je promets que je ne le surchargerai pas. Mais il a fait quelque chose pour moi qui, honnêtement, m'a sauvé. Et je veux lui rendre l'appareil. Pas avec de l'argent, » ajouta-t-il rapidement en voyant l'expression de Béatrice, mais avec ma présence, en étant quelqu'un sur qui il peut compter. Comme un oncle, peut-être, ou un ami plus âgé. Béatrice étudia son visage pendant de longs moments. Puis, elle hocha la tête. Matisse a besoin de figures masculines positives dans sa vie. Et vous, il me semble, avez besoin de connexion. Véritable. Peut-être que vous pouvez vous aider. Ils scellèrent l'accord avec un sourire et retournèrent préparer le dîner. Le repas fut l'un des meilleurs qu'Antoine ait jamais eu. Non, pas pour la sophistication qui était nulle, mais pour la compagnie, la légèreté, les rires sincères. Matisse raconta des histoires élaborées sur les personnages qu'il créait. Béatrice partagea des anecdotes hilarantes de ses emplois, et Antoine découvrit qu'il avait un talent pour faire des voix amusantes qui faisaient éclater de rire Matisse. Après le dîner, Béatrice montra d'autres peintures. Antoine fut sincèrement impressionné. Elle avait une vraie vision artistique, un style unique qui capturait l'âme de la ville d'une manière qu'il n'avait jamais vue. L'impulsion lui vint, mais cette fois, il réfléchit attentivement avant de parler. « Béatrice, » dit-il en choisissant ses mots avec soin. « Je connais un galeriste, Julien, dans le Marais. Il est toujours à la recherche d'artistes émergents avec une perspective fraîche. Puis-je lui montrer votre travail? Je n'achèterai pas l'espace ni ne ferai pression. Juste une introduction honnête. S'il aime, tant mieux. Sinon, vous n'aurez rien perdu. » Béatrice se mordit la lèvre, clairement partagée entre l'espoir et la peur du rejet.
Mathis sauta à côté d'elle. « Fais-le, maman. »« Tes tableaux sont incroyables. » Béatrice regarda entre son fils et Antoine, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais juste l'introduction. Je parlerai moi-même de mon travail. » Antoine accepta immédiatement. C'était exactement comme cela que ça devait être. La nuit avança avec des conversations et des rires. Antoine réalisa qu'il était presque 11 heures en regardant l'horloge, étonné de la rapidité avec laquelle le temps avait passé. Normalement, les événements sociaux le laissaient épuisé, impatient de s'échapper. Mais ici, dans cet appartement simple, avec ces deux personnes extraordinaires, il se sentait chez lui d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie dans son luxueux penthouse. En se disant au revoir à la porte, Mathis l'étreignit fort. « Merci d'être venu, Antoine, et merci d'être mon ami. Les adultes ne veulent généralement pas vraiment être amis avec les enfants, mais toi, tu es différent. » Antoine sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Le privilège est le mien, mon garçon. Tu m'as appris plus en quelques semaines que je n'ai appris en 50 ans. » Béatrice l'étreignit aussi, moins réservée maintenant. « Merci de voir mon fils, de le voir vraiment. Et merci de le laisser te voir aussi. Les gens ne font plus ça. Laissez les autres entrer vraiment. » Antoine hocha simplement la tête, trop ému pour faire confiance à sa voix. Sur le chemin du retour vers les beaux quartiers, Antoine alluma la radio et se surprit à chantonner. À quand remontait la dernière fois qu'il avait chanté? Il ne s'en souvenait pas. La ville défilait par la fenêtre, les mêmes rues que d'habitude, mais elle semblait différente maintenant. Plus colorée, plus vivante, plus pleine de possibilités. Le lundi, Antoine appela Julien et organisa une rencontre pour lui montrer les photos des peintures de Béatrice. Le galeriste était un sujet excentrique mais avec un œil aiguisé pour le talent. Il regarda les images en silence pendant de longues minutes, faisant ce bruit pensif que font les connaisseurs d'art. « Qui est-elle » demanda-t-il finalement. Antoine raconta l'histoire de Béatrice sans l'embellir, sans en faire une victime. Juste les faits. Une femme talentueuse qui travaillait dur et peignait pendant les heures volées à la fatigue. Julien hocha lentement la tête. « Amenez-la ici. Je veux discuter. Je ne promets rien. Mais il y a quelque chose dans ces peintures, de l'âme, de la vérité, des choses qui manquent dans beaucoup de travail technique que je vois. » Antoine quitta la galerie le cœur léger. Il appela Béatrice immédiatement. Elle répondit essoufflée, entre deux emplois. Quand il lui raconta l'intérêt de Julien, il y eut un silence sur la ligne. Alors, des sanglots, elle pleurait. Antoine s'alarma, demandant si tout allait bien. « Tout va bien », parvint-elle à dire entre les larmes. « Ça va plus que bien. C'est juste que j'en ai rêvé si longtemps que je pensais que ça n'arriverait jamais. Et vous me connaissez à peine, mais vous faites ça pour moi. » Antoine sentit ses propres yeux s'embuer. « Vous le méritez. Béatrice, votre talent mérite d'être vu. » Cette semaine-là, Antoine organisa également une autre rencontre. Il appela Richard et proposa quelque chose de plus grand, un déjeuner de famille complet. Richard, Martine et les jumeaux, Béatrice et Mathis et lui-même. Réunissant les personnes qui étaient en train de devenir sa famille improvisée, sa tribu choisie. Le déjeuner eut lieu dans le penthouse. Mais Antoine demanda à Béatrice de cuisiner. Elle protesta initialement, mais il insista. Ils transformèrent la cuisine design qu'ils n'utilisaient jamais en un espace chaleureux et accueillant. Les jumeaux et Mathis s'entendirent immédiatement, découvrant une passion commune pour le football et les bandes dessinées. Richard et Béatrice parlèrent des défis d'élever des enfants, trouvant un terrain d'entente malgré les différentes réalités socio-économiques. Martine complimenta les peintures qu'Antoine accrochait stratégiquement dans la maison, œuvre de Béatrice. C'était chaotique, bruyant, merveilleux. Le penthouse n'avait jamais été aussi vivant. Pendant que tout le monde discutait dans le salon après le déjeuner, Antoine resta un moment seul sur la véranda. Il regarda la ville en contrebas et pensa à quel point tout avait changé. La tumeur était toujours là. Il ressentait occasionnellement les douleurs, voyait la fatigue qui ne passait pas complètement. Mais elle s'était stabilisée et il avait gagné du temps. Du temps pour cela. Pour la famille, pour la connexion, pour vivre vraiment. Mathis apparut à côté de lui,
comme toujours percevant quand quelqu'un avait besoin de compagnie. « Tu es heureux maintenant ?» demanda le garçon. Ce n'était pas vraiment une question. Antoine regarda ce jeune visage qui portait tant de sagesse et sourit. « Oui », répondit-il avec une honnêteté totale. « Pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment heureux. 3 mois s'écoulèrent depuis ce dîner de famille dans le penthouse. 3 mois qui prouvèrent que les miracles n'ont pas besoin de défier les lois de la physique, juste de transformer les vies de l'intérieur. La tumeur d'Antoine continuait d'être stabilisée, défiant toutes les attentes médicales. Le docteur Henry parlait en termes prudents de rémission spontanée, de phénomènes rares mais documentés, de mystères de la médecine. Mais Antoine connaissait la vérité au fond de son cœur. Ce n'était pas seulement le corps qui se battait, c'était l'âme qui trouvait enfin une raison de rester. Béatrice avait eu sa première exposition à la galerie de Julien. Ce ne fut pas un succès retentissant dans les termes conventionnels, mais 3 tableaux furent vendus et 2 magazines d'art firent des articles sur son travail. Plus important encore, elle avait réussi à réduire à 2 emplois, consacrant plus de temps à la peinture. Le rêve devenait réalité, un petit pas à la fois. Matisse continuait d'écrire ses histoires de super-héros. Antoine en avait lu quelques-unes et avait été sincèrement impressionné. Il y avait du talent là, pas seulement de l'imagination enfantine, mais une réelle capacité à raconter des histoires qui touchaient le cœur. Antoine avait utilisé ses relations pour qu'une maison d'édition de livres pour enfants lise le travail du garçon. Ils offrirent un contrat pour publier un recueil de contes lorsque Matisse aurait 12 ans, Richard. Et lui se parlait maintenant toutes les semaines. Les jumeaux appelaient Antoine tonton et le bombardaient de messages sur le football et de demandes de visiter le penthouse qu'il trouvait l'endroit le plus cool du monde. Martine plaisantait en disant qu'Antoine gâtait les garçons avec des cadeaux, mais ses yeux brillaient de gratitude d'avoir retrouvé la famille qu'elle pensait perdue. Dans l'entreprise, les changements qu'Antoine avait mis en œuvre portaient des fruits inattendus. La productivité avait augmenté, le roulement du personnel avait chuté drastiquement, et il y avait un nouvel esprit dans l'air, comme si tout le monde avait été rappelé qu'il était humain d'abord et travailleur. Ensuite, Marc avait commenté que c'était la meilleure phase de l'entreprise depuis des années. C'était un samedi matin ensoleillé quand Antoine reçut un appel qui changerait tout une fois de plus. Béatrice. Voix tendue, elle avait besoin de le voir d'urgence, elle était à l'hôpital. Antoine sentit son cœur s'emballer. Matisse? Non, dit-elle rapidement. Matisse allait bien, c'était autre chose. Il promit d'y aller immédiatement. À l'hôpital, il trouva Béatrice dans la salle d'attente, les yeux rouges d'avoir pleuré. En le voyant, elle se leva et l'étreignit fort. Son corps tremblant, Antoine sentit la panique monter. Que s'est-il passé? Où est Matisse? Béatrice le conduisit jusqu'à une chambre où le garçon était allongé sur le lit, apparemment endormi, connecté à des moniteurs. Le monde d'Antoine s'arrêta. Non, pensa-t-il désespéré. Pas lui, pas le garçon qui avait sauvé sa vie. Mais alors, il réalisa quelque chose. Matisse n'était pas dans un état grave. Il dormait juste, respiration régulière, visage tranquille. Béatrice vit sa confusion et parvint finalement à parler. Ces derniers jours, expliqua-t-elle, Matisse était plus fatigué, avec des douleurs au dos. Elle avait pensé que c'était la croissance, une chose d'enfant. Mais ce matin, il n'avait pas pu se lever du lit. Elle l'avait emmené en courant à l'hôpital. Les médecins avaient fait des examens, beaucoup d'examens, et ils avaient découvert quelque chose. Antoine retint sa respiration, se préparant à la pire nouvelle possible. Matisse a un problème au rein, continua Béatrice, la voix brisée. Insuffisance rénale avancée congénitale, qui est passée inaperçue toutes ces années. Il va avoir besoin d'une greffe, mais elle s'arrêta, les larmes coulant. Mais je ne suis pas compatible. Nous avons déjà fait les tests, et nous n'avons pas d'autres parents, personne. La révélation tomba sur Antoine comme une avalanche. Cet enfant extraordinaire, qui avait donné tant d'espoir, tant de lumière, tant de vie, avait maintenant besoin d'une aide que sa mère ne pouvait pas lui donner. Et la file d'attente pour les greffes de reins était longue, parfois fatale pour ceux qui n'avaient pas le temps d'attendre.
Antoine ne réfléchit pas. Il ne calcula pas. Il n'évalua pas les risques. « Testez-moi », dit-il immédiatement. « Testez mon sang ». Béatrice le regarda. Stupéfaite. « Antoine, vous ne pouvez pas. Vous avez votre propre maladie. » Antoine lui prit les mains. « J'ai 2 reins et une tumeur stabilisée. S'il y a compatibilité, il n'y a pas de discussion. Il m'a sauvé la vie. Il est temps que je lui rende l'appareil. » Les médecins hésitèrent initialement, citant des complications potentielles étant donné l'historique médical d'Antoine. Mais il fut insistant, implacable, utilisant toute cette détermination qui avait construit son empire pour se battre pour quelque chose qui importait vraiment. Ils firent les tests. L'attente des résultats fut une agonie. Quand le docteur revint 2 heures plus tard, son expression était indéchiffrable, puis il sourit. Compatibilité parfaite. C'était rare, presque impossible entre non-parents, mais cela arrivait. Comme si l'univers avait conspiré pour que ces deux-là, le millionnaire perdu et le garçon sage, se rencontrent exactement quand ils avaient le plus besoin l'un de l'autre. Les jours suivants furent un flou de préparation chirurgicale, de conversations avec des spécialistes, de paperasse interminable. Antoine contacta les meilleurs chirurgiens, s'assura que tout serait fait dans le meilleur hôpital, avec la meilleure équipe. Son argent, finalement, servait à quelque chose qui importait vraiment. Mathis se réveilla le 2e jour et, en comprenant ce qu'Antoine prévoyait de faire, pleura. « Mais vous pourriez en avoir besoin, » dit le garçon d'une voix faible, « et si votre tumeur revient, et que vous avez besoin d'être fort. » Antoine s'assit sur le bord du lit d'hôpital, prenant la petite main entre les siennes. « Mathis, » dit-il doucement, « tu m'as donné quelque chose de bien plus précieux qu'un rein. Tu m'as donné une raison de vivre. Tu m'as donné un but. Tu m'as montré qu'il est encore temps. Ce mot que tu as écrit, ces 3 mots, m'ont sauvé. Maintenant, c'est mon tour de te sauver. » La chirurgie fut programmée pour la semaine suivante. La veille au soir, Richard et sa famille vinrent à l'hôpital. Julie et les directeurs de l'entreprise apparurent avec des fleurs et des cartes. Camille appela en pleurant, disant qu'elle était fière de lui, même Thierry de la boutique originale. Vint disant que le père d'Antoine serait heureux de voir l'homme que son fils était devenu. La salle d'attente était pleine de monde. La famille improvisée d'Antoine, tous unis par l'inquiétude mais aussi par l'espoir. Béatrice s'assit entre Richard et Martine, entourée de soutien. Les jumeaux divertissaient tout le monde avec des histoires amusantes pour soulager la tension. La chirurgie dura 6 heures. 6 heures de prières silencieuses, de mains tenues, de communauté. Quand le chirurgien sortit finalement, fatigué mais souriant, la salle entière sembla exhaler à l'unisson. Les deux allaient bien. La chirurgie fut un succès. Le rein fonctionnait parfaitement chez Mathis. La récupération fut lente mais constante. Antoine et Mathis restèrent dans des chambres voisines, se rendant visite dès qu'ils purent marcher. Ils s'asseyaient ensemble, partageant des silences, confortables, parfois discutant, parfois juste existant dans le même espace. Lors d'un de ces après-midi, Mathis demanda à Antoine s'il avait peur. « De quoi ?» demanda Antoine. « D'avoir donné un morceau de toi, de devenir plus faible. » Antoine réfléchit attentivement avant de répondre. « Je suis plus fort maintenant que je ne l'ai jamais été, parce que pour la première fois, j'ai fait quelque chose qui compte vraiment. Je n'ai rien construit, je n'ai rien acheté, je n'ai rien conquis, j'ai juste donné. Et j'ai découvert que donner est la seule chose qui nous comble vraiment. » Mathis sourit ce sourire qui illuminait le monde. « Tu as compris, » dit le garçon simplement. « Tu as finalement compris. » Et Antoine réalisa que oui, il avait compris. La vie ne consistait pas à accumuler ou à conquérir ou à impressionner. Elle consistait à se connecter, à donner, à aimer, à vivre pleinement chaque moment comme si c'était le dernier, parce que peut-être que ça l'était. 3 semaines plus tard, les deux reçurent leur congé. Une petite fête fut organisée, dans le penthouse, maintenant un lieu vibrant plein de vie, de rires et d'amour. Tout le monde était là, toute la famille choisie d'Antoine, célébrant non seulement la guérison mais la transformation complète d'un homme qui pensait avoir tout perdu et découvrit qu'il était encore temps de gagner ce qui importait vraiment. Cette nuit-là, seul sur la véranda après que tout le monde fut parti, Antoine regarda la ville qui semblait différente maintenant. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que lui avait changé. Il toucha la cicatrice sur le côté où un rein se trouvait et sourit. Il avait donné un morceau de lui-même
et en échange avait reçu quelque chose d'incommensurable. La famille, un but, la vraie vie. Le mot de Matisse était toujours rangé dans son portefeuille, ces 3 mots qui avaient tout transformé. Il est encore temps. Et il avait utilisé ce temps non pas pour accumuler plus de richesses ou de pouvoir, mais pour construire quelque chose de bien plus précieux. Des liens réels, un amour sincère, un héritage qui ne se mesurait pas en euros mais en vie touchée. Antoine ne savait pas combien de temps il lui restait. La tumeur était stabilisée, mais la médecine n'offrait aucune garantie. Peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être des décennies. Mais cela n'importait plus. Parce que maintenant, pour la première fois de sa vie, Antoine vivait chaque jour pleinement, entouré de personnes qui l'aimaient et qui l'aimaient en retour. Et cela, réalisa-t-il avec une clarté cristalline, était le seul type de richesse qui en valait vraiment la peine. La lune brillait sur la ville, des millions d'histoires se déroulant sous son regard argenté. Et dans un penthouse des jardins, un homme qui avait été un millionnaire solitaire et était devenu simplement Antoine, ami, frère, oncle d'honneur, comprit enfin la véritable signification du succès. Elle n'était pas dans ce que vous conquériez, mais dans qui vous deveniez et dans les vies que vous touchiez en chemin. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Antoine et Matisse a profondément touché vos cœurs. Des histoires comme celle-ci nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour renouer, pour vivre vraiment. Antoine a découvert que la plus grande richesse ne réside pas dans les choses que nous accumulons, mais dans les personnes que nous aimons et les moments que nous partageons. Et si ce récit a résonné en vous, si vous croyez vous aussi qu'il est encore temps de transformer votre vie et de toucher le cœur des autres, nous aimerions beaucoup le savoir. Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions sur ce voyage. Quelle partie de l'histoire vous a le plus ému? Avez-vous un Matisse dans votre vie qui vous a appris quelque chose de précieux? Ou peut-être êtes-vous le Matisse de quelqu'un? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires que nous préparons avec tant de soin. Chaque récit est une fenêtre sur l'âme humaine, une opportunité de voir le monde à travers des yeux différents. N'oubliez pas de laisser votre pouce bleu si cette histoire a touché votre cœur, car cela nous aide à continuer à apporter ces réflexions à plus de personnes. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message qu'il est encore temps, partagez cette histoire. Parfois, 3 mots simples d'un garçon sage sont tout ce dont nous avons besoin pour changer complètement de direction. On se retrouve dans les commentaires et dans la prochaine histoire. À très bientôt.